Mademoiselle Ophélie Winter. Ils vous ont fasciné dans les années 90. Vous avez adoré danser sur leurs chansons. Vous ne ratiez aucun épisode de leur série à succès. Du miel à la maison. Vous regardiez leur émission de télévision. Cette semaine, encore un drame existentiel. Oh là là, c'est notre vie. Ils ont connu la gloire. Elle avait une lumière sur elle. Ils ont été adulés. C'était vraiment la folie. Mallory Nataf du Miel et les Abeilles, Ophélie Winter du Hit Machine, Sonia Dubois de Froufrou, Bébert des Forbans ou encore Douchka, la première égérie Disney. Que sont-ils devenus? 41 ans de carrière, 60 concerts par an, sinon plus. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui puissent en dire autant. Après le succès, ils sont retombés dans l'ombre. Certains ont même fait l'objet de folles rumeurs. C'est insupportable d'être Mallory Nataf. C'était quelqu'un qui était tellement élégant. Nous les avons retrouvés et vous découvrirez la vérité. Je sais ce que c'est que de ne plus rien avoir du tout. Ils nous diront tout sur la vie de rêve qu'ils ont vécue. Dans notre bahut, on était presque des vedettes. Ils se confieront sur la face sombre de la célébrité. On dirait presque une clocharde. Combien ont-ils gagné? Sur la totalité des 200 épisodes, j'ai dû gagner à peu près 120 000 euros. Et de quoi vivent-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, Disney, je veux dire, les droits d'auteur, je ne vis pas de mes chansons de l'époque, plus du tout. Ont-ils réussi à rebondir après l'arrêt de leur carrière? Quel est leur quotidien? Tout le monde s'est mis à faire des tutos sur YouTube. Vous allez me faire plaisir en passant à la boucherie. À chaque fois que je suis là, je me ressource, je me détends, il n'y a personne qui m'emmerde. Puis j'ai l'impression de faire des choses utiles, voilà. 30 ans plus tard, Merci à vous tous. Je retrouve mes 20 ans quelque part. voici la nouvelle vie des stars des années 90. Si je veux rester en vie, j'ai intérêt à réussir ce que j'entreprends. De toutes les actrices de sitcom, elle est l'une des plus célèbres. Vous avez bien dormi, mademoiselle Lola? Très bien, Mélanie, merci. Mais qu'est-ce que tu nous as préparé de bon ce matin au petit déjeuner? À seulement 20 ans, Mallory Nataf incarne Lola, le premier rôle dans la série phare de TF1 Le Miel et les Abeilles, entre 1992 et 1994. Du miel à la maison. Mais de quoi il parlait? Mallory joue le personnage d'une jeune et jolie étudiante, candide et bourgeoise. Le succès est immédiat. Et en quelques semaines seulement, la jeune femme est propulsée au rang de star et devient une véritable icône. Les spectateurs adorent, donc merci beaucoup de nous regarder et de nous apprécier. En tout, Mallory joue dans plus de 200 épisodes et la série fait des cartons d'audience, 4 millions de téléspectateurs. Actrice, mais aussi chanteuse, la vie de Mallory ressemble à un conte de fées. Tout lui sourit, mais en 1994, coup de théâtre. L'idole des jeunes dérape. En plein après-midi et en direct, sur le plateau de la plus célèbre émission pour enfants, le Club Dorothée, Mallory se produit en jupe et sans culotte. Un événement qui marquera le début d'une longue descente aux enfers. La star quitte Le Miel et les Abeilles, et les années qui suivent, elle enchaîne des petites apparitions dans des séries, quelques films au cinéma, mais elle ne reviendra jamais sur le devant de la scène. Disparue du grand public, c'est en 2012 que Mallory réapparaît. Dans les magazines People, on apprend qu'elle est devenue SDF et qu'elle a perdu la garde de ses 3 enfants âgés à l'époque de 13, 11 et 3 ans. Comment l'une des plus célèbres stars de sitcom en est-elle arrivée là? Nous l'avons retrouvée et, fait très rare, Mallory s'est livrée comme jamais. Vous allez découvrir une femme meurtrie, mais avec une volonté féroce de tourner la page de ces années noires. Paris. Mallory, aujourd'hui âgée de 47 ans, a accepté de répondre à nos questions sans aucun tabou. Mais en échange, l'ancienne star du Miel et les Abeilles nous a imposé ses conditions. Pour préserver sa nouvelle vie, Mallory ne souhaite pas qu'on la suive dans son quotidien, ni que l'on filme l'endroit où elle vit. Nos échanges doivent se faire uniquement dans la rue ou assise sur la chaise d'une pièce fermée. La comédienne veut maîtriser son image et se montrer sans artifice. Elle nous demande alors de la filmer sur 2 fonds de couleurs différents, un fond rouge et un fond bleu avec une lampe, et Winnie l'ourson comme décor. Et
Pour vous, t'as vu, j'ai remarqué, j'ai choisi la casquette. Ouais, parce que c'est les États-Unis. Voilà. Il est 11h du matin, l'interview commence. Mallory nous raconte ses années de galère dans la rue. Quand on est dans la rue, on avance avec la mort, avec le crime et avec la violence. Se laver, se changer, manger 3 fois par jour, s'abriter, se protéger. C'est une activité à part entière. Et ton devoir pendant ce temps-là, c'est de protéger ta vie. Clairement, ne pas se faire kidnapper, violer, frapper, enfin, tout est possible dehors. Pendant 4 ans, Mallory, seule, survit dehors, dans la rue. 4 années durant lesquelles elle partage son temps avec d'autres SDF. En situation de grande précarité, et pour ne pas se laisser mourir, Mallory adopte rapidement les us et coutumes de la vie des autres sans-abri qu'elle côtoie. Globalement, j'essayais de me trouver à l'heure du repas, dans le 6e, le 7e, le 8e, dans des parcs, des jolis parcs comme au Luxembourg, où j'étais sûre de pouvoir manger sans difficulté. J'ai pas fait n'importe quelle poubelle. Il y a eu une photo qui est sortie dans Voici, bah oui, c'était les poubelles du Palais Royal. Donc les poubelles du Palais Royal, elles sont remarquables. À 14h, je mangeais mieux dehors que je ne mangeais chez moi dans le 16e arrondissement, il faut le savoir quand même. Mallory est mère de 3 enfants, conçus avec 3 pères différents. Quand la comédienne se retrouve dans la rue, les 2 aînés sont placés chez leurs pères respectifs. Le petit dernier, âgé de seulement 3 ans à l'époque, vit avec sa maman dehors. Jusqu'à ce que la police intervienne et lui retire son fils pour le placer en foyer d'accueil. La douleur, la souffrance, c'est pas de la colère, la rage. Effectivement, on peut dire que pendant 5 ans, j'ai vécu avec une douleur, un trauma. Ça génère un trauma, clairement. J'ai eu l'impression qu'on me brûlait vive. Ça fait maintenant 8 ans. Ça commence à disparaître. Et ça disparaîtra complètement. Maintenant, j'ai perdu ma joie. Et je ne l'ai pas retrouvée. Et je ne sais pas si je la retrouverai. Aujourd'hui, Mallory semble vouloir tourner la page de sa vie de maman. Cela peut paraître invraisemblable, mais pour réapprendre à vivre, elle a choisi de tirer un trait sur ses enfants. Je fais le choix. À partir de maintenant, j'ai expliqué mon positionnement et la relation que j'entretenais à mes enfants. Et je pense que pour eux, il est plus sain, ils ont aussi leur vie, que je ne les convoque plus dans ma vie. Donc nous avons 2 routes qui se sont séparées et qui ne se rencontreront plus. Et je ne les reverrai pas. Ses enfants retirés, une carrière ruinée. Et pourtant, l'ancienne star du Miel et les Abeilles aurait très bien gagné sa vie pour ses 2 années de travail dans la sitcom. En tout et pour tout, sur la totalité des 200 épisodes, parce que j'ai fait 200 épisodes, j'ai dû gagner à peu près 120 000 €. Cet argent, Mallory ne l'a pas fait fructifier. Elle le reconnaît aujourd'hui, il y a 25 ans, quand elle est propulsée star, elle dépense sans compter et n'investit aucun de ses revenus. Je n'ai pas capitalisé. Quand je suis sortie de chez AB Productions, je n'ai pas capitalisé, je n'ai pas créé de carnet d'adresses, je n'ai pas bordé ma sortie, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Quelques mois après son départ de la série pour adolescents, Mallory se décide à percer au cinéma. Mais selon la jeune comédienne, elle se serait retrouvée face à des réalisateurs sans scrupules. Quand on m'a sollicité pour éventuellement me donner la marche d'après, qui était le cinéma, ou des choses plus, on va dire, plus luxueuses, plus raffinées, il fallait automatiquement coucher. D'accord ? Donc j'ai eu des très gros producteurs en face de moi qui m'ont mis des piles de scénarios comme ça. Des piles de scénarios, d'accord ? Et à la fin des piles de scénarios, c'était bon, la chambre, elle est à côté. Je mets tes scénarios, tu te les mets dans la gueule, quoi, mec. T'engages une artiste, t'engages pas une prostituée. Je dirais, bon, donc j'ai compris que le métier, c'était ça. Donc je n'ai pas pu rester. Je suis partie. Dormant dans la rue et éloignée des médias, Mallory ne le sait pas, mais toute une communauté de gens nostalgiques du Miel et les Abeilles se forme pour lui venir en aide. Sur les réseaux sociaux, des pages de soutien apparaissent. À l'inverse de sa famille qui, selon elle, aurait refusé de lui tendre la main. Je préfère ne pas parler impliquer des gens dans ce trajet, dans cette ville très particulière qui est la mienne, qu'aucun membre d'aucune famille ne peut
En même temps, le frère de Madonna est SDF. Hein. Ça n'a pas l'air de les déranger beaucoup. Ben, je pense que pour moi, c'était pareil. Ça ne les a pas dérangés beaucoup. Je me rappelle d'un coup de fil de mon oncle qui un jour m'a appelé. Il m'a dit, mais tu es une miséreuse. Je dis, tonton, ça sort d'où ça? Pourquoi? Parce que je touchais le RSA, c'est le RMI. Et ça s'était su dans la famille, donc le chef de famille, l'aîné, avait pris son téléphone après 10 ans, 15 ans de vide, pour me dire, tu es une miséreuse. L'histoire tragique de la comédienne est liée à un accident de parcours qui a ruiné sa carrière. Dans quelques instants, vous verrez comment un célèbre producteur lui a tendu la main. Eh bien, en fait, je suis très contente. Ça se passe très bien. Je suis ravie. Ce projet est très drôle. Si Mallory a eu du mal à gérer sa notoriété, une autre star fait quant à elle son grand retour dans les médias. 2 septembre 1995. La France entière découvre une chanteuse à la plastique sculpturale. Ophélie Winter et son tube « Dieu m'a donné la foi ». À seulement 21 ans, cette bombe volcanique aux allures de Playmate californienne devient l'idole de toute une génération. C'est la queen de la chanson française, c'est la première star de R&B française. Puis elle a la beauté, le côté sexy, elle sait le mettre en valeur sans être vulgaire. Ophélie Winter, aujourd'hui, très clairement, on peut se dire avec le recul que c'est vraiment l'icône des années 90. C'est une icône, vraiment. Son single se vend à 500 000 copies, se classe numéro 1 au top 50. En l'espace de quelques semaines, la bimbo devient incontournable. Télé, radio, magazine, Ophélie est partout. C'est l'idole des jeunes, des moins jeunes. C'est la super bonne nouvelle meilleure amie, quoi. Elle a été une personnalité qui a marqué les médias et que tout le monde voulait sur ses plateaux ou dans ses émissions. Tout semble sourire à Ophélie. Elle s'achète un appartement luxueux dans les beaux quartiers de l'Ouest parisien. Elle est dans toutes les fêtes people. Tout le monde se l'arrache. Voici avec Chez Mon New Mademoiselle Ophélie Winter. La jeune femme s'est jouée de son physique et devient animatrice. Son ascension est fulgurante. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, mais je dois vous avouer un truc, je suis morte de trac. Ophélie n'a pas froid aux yeux et elle est déterminée à s'imposer comme la femme puissante de cette fin des années 90. Ophélie Winter, dans les années 90, pour moi, c'était une bombe. C'était un peu la fille que tout le monde s'arrachait. Et puis voilà, elle sort du lot. Ça, c'est magique, hein. Après la chanson et la présentation télé, elle s'attaque au 7e art. Ophélie tourne au cinéma sous la direction de Claude Lelouch, donne la réplique à Jean-Marc Barr ou bien encore Marion Cotillard. Devenue star en quelques années, elle parvient de moins en moins à conserver secrète sa vie privée. Le public se délecte de ses histoires d'amour, comme avec MC Solar ou encore la superstar Prince. C'était vraiment la folie. Mais les années passent et le succès s'estompe. L'une de ses dernières apparitions télévisuelles remonte à 2014 où elle participe sur TF1 à Danse avec les stars. Durant 5 ans, Ophélie disparaît totalement des médias. En septembre 2019, elle ressurgit brièvement. Elle fait la une des magazines à scandale. Elle n'aurait plus d'argent, plus de domicile et sa vie serait en danger. Ces photos étaient chocs, nous ont fait du mal, m'ont fait du mal pour elle. C'est une icône qui tombe, hein, soyons clairs. Hein. Très vite, elle retombe dans l'anonymat. Fin mai 2021, coup de théâtre. Ophélie réapparaît dans les médias avec une autobiographie intitulée « Résilience ». Un récit intimiste, écrit après un burn-out et dans lequel elle raconte sans pudeur les nombreux drames qu'elle a vécus dans son passé. J'ai enfin trouvé la paix et la résilience. Elle n'a donné que très peu d'interviews. Elle annonce qu'elle a tiré un trait sur le passé et qu'elle veut revenir en star. À 47 ans,
elle serait plus sereine, plus épanouie et plus forte que jamais. Vendredi 20 septembre 2019, pour des millions de Français, c'est le choc. Après 5 années d'absence, ils découvrent en une des magazines People des photos terribles d'Ophélie Winter. Sur ces clichés pris par un paparazzi, la star n'est que l'ombre d'elle-même. C'est qu'en découvrant la presse People, c'est un choc. Elle serait dans une grande détresse physique et morale. Certains la disent ruinée, droguée, d'autres la pensent sans domicile, d'autres encore la disent mourante. On n'avait plus de nouvelles d'elle et on a toujours eu un appétit pour ce qu'elle devenait. Après, on ne savait pas exactement où elle était, jusqu'à ce qu'elle fasse carrément la une d'un magazine, qu'elle a vu elle-même, elle était dans un avion, ça lui a d'ailleurs, elle a fait un malaise. Elle était à la une d'un magazine, annonçant sa mort quand même, ça c'est quand même extrêmement violent. Pourtant, la star est bien vivante, mais son silence a encouragé les rumeurs les plus folles. Ophélie Winter n'a jamais répondu sur le coup à tout ce qui était dit. Pourtant, elle est aussi sur les réseaux sociaux à l'époque. Elle aurait très bien pu faire un post comme on peut le faire aujourd'hui pour s'expliquer. Elle a décidé d'être silencieuse. Donc voilà, il y a eu tout un imaginaire autour de ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Ophélie Winter? Voilà pourquoi elle a ce visage aujourd'hui. On a envie de savoir ce qu'elle a traversé. Ce n'est que 2 ans plus tard, fin mai 2021, qu'elle s'exprime enfin et accorde de rares interviews télé et radio. Bienvenue sur le plateau de Continue Ophélie Winter, vous êtes de retour. Elle vient faire la promotion de son premier livre, une autobiographie sobrement intitulée « Résilience ». Son premier objectif, régler ses comptes avec la presse à scandale. Elle a donné une interview à Yann Barthès sur TMC. On a lu que vous étiez SDF carrément. Oui, mais ça, je veux dire, c'est pas une insulte hein, d'être SDF. Non. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas pour ma défense, mais c'est juste, c'est pas ce qui m'a fait plus mal. Aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est que non, elle n'a jamais été SDF, elle a bien un pied à terre, que financièrement, elle fait pas non plus le détail de ses finances, mais que ça a l'air d'aller. Tout va très bien pour elle. Elle a été très rassurante, disant on m'a inventé cette vie, cette part d'ombre, mais ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Je sais même pas, il y en a tellement eu. C'est l'accumulation, le harcèlement, d'être suivi tout le temps par les paparazzis, au risque de ma vie, quoi. Parce qu'à un moment donné, je prenais des rues à sens unique à fond. Ça devenait dangereux de fatigue pour moi, nerveusement. J'ai fait un burn-out, quand j'en pouvais plus. Ce livre, c'est une réponse à la presse People pour dire je suis toujours là, je ne compte pas partir. Et c'est en fait ce qu'elle a dit depuis le départ, dans Dieu m'a donné la foi, c'est je vais rester, je vais me battre et j'en suis fière. Et aujourd'hui, en 2021, c'est ce qu'elle dit à nouveau avec ce livre. Et pour ceux qui critiquent son apparence actuelle, là encore, Ophélie a son explication. Elle aurait été victime de gros problèmes de santé et d'un accident de voiture. Son visage s'en trouve transformé. Ophélie Winter, c'est une survivante. Elle a connu des moments extrêmement difficiles qui ne se sont pas soignés facilement. Elle a eu de gros problèmes de santé. Elle a eu notamment elle avait de grosses douleurs dans le dos et en fait c'était assez névralgique. Elle a continué à travailler comme ça avec ses douleurs, des antidouleurs, et au final elle s'est retrouvée quasiment paralysée d'une moitié du visage. Elle a eu beaucoup de mal à se remettre de tout ça. Elle a fait des séjours en hôpitaux assez nombreux. Psychologiquement aussi, c'était quand même très compliqué. Et j'ai enfin trouvé la paix et la résilience en étant loin de tout le monde. Parce qu'en fait, je suis un peu un loup sauvage, je suis super sauvage, quoi. Ophélie a fait un burn-out après toutes les rumeurs qui ont circulé sur elle. Elle est allée se réfugier au pied des montagnes. Elle dit qu'elle a retrouvé une espèce de sérénité là-bas. Elle faisait de longues promenades, se coupait complètement des médias parce qu'elle se sentait vraiment harcelée à cette époque-là. Après l'Autriche et ses montagnes, Ophélie s'envole à La Réunion. Elle se reconstruit et couche sur papier l'histoire de sa vie. Amour, parcours professionnel, famille. Pour la première fois, la star se met à nu et se confie sur ses relations conflictuelles avec sa mère, qu'il aurait exploitée dès sa plus tendre enfance. C'est un gros dossier, la mère, quand même. C'est un gros dossier. Voilà. Elle a cette mère qui a soif de réussite, soif de reconnaissance, sauf que elle va la trouver chez sa fille, elle va tout faire pour que sa fille soit sur le devant de la scène. Elle a très vite compris qu'elle avait certainement un potentiel. Elle va la faire chanter alors qu'elle a à peine 10 ans. Quand l'école est finie, ça veut dire les vacances. Pour 3 mois de repos ou simplement. Vous dites que c'est du tapinage artistique. Ouais.
Mais complètement. Et moi, j'aimais pas ce qu'elle me faisait faire. Là, vous aimez pas? Mais ça a été un cauchemar. A priori contrainte et forcée par sa mère, Ophélie commence très tôt dans la chanson. Dans le livre, la chanteuse fait table rase de son passé qui, selon elle, l'aurait traumatisée. C'est règlement de compte à hockey choral, oui, dans ce livre-là, c'est assez... C'est très fort, en fait, parce que y a quand même des moments dans ce livre, on n'est pas loin des Thénardier, quoi. Je veux dire, sa mère qui, quand elle sort, lui laisse un plat marocain qui a 6 jours et dans lequel il y a des cafards, quand elle plonge sa cuillère, il y a quand même des moments assez particuliers. Pour ses 16 ans, elle lui offre un bon, comme ça peut se faire, un bon pour un massage, un bon pour un week-end dans la Loire, dans les châteaux de la Loire, je ne sais pas. Non, là, c'était un bon pour une rhinoplastie, donc c'est quand même un peu spécial, en disant, voilà, une participation de 1000 francs pour un nouveau-né, sous-entendant quelque part que c'était bien de le faire. Aujourd'hui, Ophélie a coupé les ponts avec sa mère. Affranchie de son emprise, à 47 ans, elle peut enfin se tourner vers l'avenir. C'est fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ma mère dans ce livre et j'ai plus du tout envie enfin, ça n'est plus un problème pour moi. Pour le coup, le livre m'a vraiment servi d'exutoire. Sa thérapie, c'est ce livre, donc ça va beaucoup mieux. Je sais qu'elle est plus proche de son frère, et tant mieux, parce que j'aime bien aussi son frère, je trouve que c'est quelqu'un de bien aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est mieux entourée. Alors on verra maintenant ce qu'elle va faire de sa vie, on verra. Je trouve que Ophélie Winter force le respect, parce qu'il lui est arrivé plein de choses hardcore, pas faciles, même très difficiles. Elle est digne. Je pense qu'on oublie à quel point c'est dur d'être un artiste. Mais la vocation d'un artiste, c'est de rebondir, de se relever, de remonter sur le ring. Et moi, c'est à ça que je crois à fond. Ophélie est apaisée. Dans quelques instants, nous reviendrons sur le destin de cette ex-superstar, prête à revenir sur le devant de la scène. J'ai envie de scène, j'ai envie de petites scènes intimes. Une figure incontournable des années 90, c'est à l'inverse montrée très discrète depuis quelque temps. 12 septembre 1992, les téléspectateurs découvrent un programme de télévision détonnant, Froufrou. Froufrou, cette émission culte 100% féminine, diffusée tous les samedis à partir de 1992 et orchestrée par Christine Bravo et ses chroniqueuses. Vous allez découvrir des jeunes femmes qui animeront les différentes rubriques, alors elles n'ont jamais fait de télé. Tina Kiefer, Joël Goron, Valérie Expert, Laurence Cochet et surtout Sonia Dubois. 130 kilos sur la balance et un sens de la répartie à la hauteur de son embonpoint. Parce que c'est vrai que vous ressemblez pas aux filles des magazines. Vous non plus, Christine. Bon, je vous remercie. Obèse et en apparence décomplexée, Sonia devient très vite la chroniqueuse préférée des Français. Pourtant, rien ne prédestinait cette jeune étudiante en lettres totalement inconnue du grand public avant l'émission à un tel succès. Grâce à elle, Froufrou devient même le rendez-vous incontournable des stars. Tous les côtés, cette semaine encore un drame existentiel. Chaque semaine, Sonia décomplexe les millions de femmes qui la regardent à travers leur poste de télévision. Mais après 2 saisons, du jour au lendemain, elle est évincée de l'émission. Sonia Dubois est déterminée à rebondir. Elle perd 60 kilos en 1 an et partage sa méthode en écrivant des livres à succès, devenus des best-sellers de livres de régime. Le drame de Marie-Catherine, mais oui, si ça arrive. Très populaire, elle joue même dans des pièces de théâtre. Sonia Dubois est en pleine gloire jusqu'au début des années 2000. Donc bientôt, mesdames, c'est Noël. Alors pour Noël, je vous ai fait un sac à dos spécial Noël. Mais depuis 15 ans, Sonia s'est faite discrète dans les médias. Elle est tombée peu à peu dans l'oubli. Alors, qu'est-elle devenue? Nous l'avons retrouvée et vous allez voir que presque 30 ans après sa première chronique, elle est plus motivée que jamais à revenir sur le devant de la scène médiatique. Paris, dans le 5e arrondissement. À 56 ans, l'ancienne chroniqueuse de Froufrou ne passe pas inaperçue dans son quartier. Ah bah les gens me reconnaissent dans la rue. Alors ça, je ne sais, ça me semble toujours ça m'a toujours halluciné puisque je n'ai jamais réalisé, 1, que j'étais connue et 2, que je passais à la télé. Et alors les gens m'arrêtent dans la rue, les femmes principalement. Sonia, mais
Mais alors comment vous avez fait pour maigrir? Et puis ça tient depuis 30 ans. Non, vraiment, on est content pour vous. Mais alors nous, on voudrait faire pareil. Pour beaucoup de femmes, Sonia est un exemple. En l'espace d'1 an, elle a perdu 60 kilos. Son corps a changé, mais pas sa gouaille. Et j'ai fait maigrir comme ça tout le quartier, tu le crois, toi? Et elles sont contentes, hein, je peux te dire, elles y vont. Hein. Pour Sonia, l'alimentation reste un combat du quotidien. Allez, on va chercher un mignon de porc. Bonjour. Comment allez-vous? Bon alors, très bien, hein, quand je vous vois. Ce matin, comme tous les jours, c'est le même rituel. Elle rend visite aux petits commerçants de son quartier pour faire ses courses. Car avoir perdu presque la moitié de son poids ne l'empêche pas de manger à sa faim. Merci mon grand. J'ai toujours fait mes courses dans les boutiques de proximité pour une raison très simple. C'est que je suis fille de crémier et que tous les enfants des vrais commerces de bouche ne peuvent pas aller ailleurs. C'est pas possible. Il y a une telle déperdition qualitative que c'est pas possible. 30 ans plus tôt, Sonia a construit son succès sur son physique hors norme. Un physique qu'il fallait entretenir pour faire partie de la bande de Froufrou. Quand j'ai commencé ma carrière au début, je me nourrissais exclusivement de paquets de fraises tagada, de pizza 4 fromages qu'on commençait, parce que c'est il y a 32 ans, qu'on commençait à livrer à domicile, saucisson, pain, beurre, fromage. Non, c'est bien, hein, pour être bien, j'étais lestée. J'étais lestée. Parce que quand tu as un physique qui est tellement hors norme qu'on ne sait pas ton âge, ce qu'on a oublié, c'est que j'avais que 24 ans. Et que je pense que mon estomac pouvait supporter des choses qu'aujourd'hui, on me ferait manger ne serait-ce qu'une journée, je claque. Mais son combat contre les kilos n'est pas le seul drame de sa vie. L'ancienne chroniqueuse vit avec son fils de 10 ans, Hippolyte, dans cet appartement qu'elle loue dans le 5e arrondissement de Paris. Séparée de son ex-conjoint, Sonia élève seule son enfant. Un fils qu'elle n'aurait jamais dû avoir selon la médecine. Ah ben moi, c'était réglé à 22 ans. À 22 ans, on m'a opéré. On m'a dit, écoutez, madame, il va falloir beaucoup voyager, avoir des très bons amis parce que vous n'aurez pas d'enfant. Je suis atteinte d'endométriose. J'ai été la marraine historique, la première marraine d'Endomind, qui est le gros mouvement français qui lutte contre l'endométriose. Et pourtant, malgré cette maladie, en août 2009, l'inespéré arrive. À 46 ans, j'ai eu mon petit garçon. Aucune femme en bonne santé n'en a plus à 46 ans, enfin très peu. Donc une femme qui a été toute sa vie malade, qui n'a jamais pu en avoir à cet âge-là, c'est du ressort du miracle. Aujourd'hui, Sonia veut préserver son fils de l'obésité. Alors, midi et soir, c'est elle qui élabore les repas. Je veux une famille saine, équilibrée, en rapport poids-taille absolument correct, et pas des gens... Et pas des gens en surpoids. Je me souviendrai toute ma vie, et je crois que c'est peut-être là le jour où j'en ai pris conscience, d'une émission de Thierry Ardisson. Moi, je travaillais déjà plus pour lui à l'époque. Et il disait à une très jolie jeune fille qu'il avait invitée sur le plateau, « Mademoiselle, vous avez tous les pouvoirs, vous êtes drôle, vous êtes intelligente et vous êtes belle. » Et j'ai compris ce soir-là, définitivement, cruellement, qu'il avait absolument raison. Le pouvoir actuel est un pouvoir lié à la beauté. La beauté, Sonia est allée la chercher en se lançant à corps perdu dans un régime drastique qui lui a fait perdre 60 kilos. J'ai fait de l'hypocalorique, c'est-à-dire que j'ai mangé peu des choses que l'on dit ne faisant pas grossir. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des protéines, des fibres. Donc ce sont des régimes qu'on dit très carcérales, et ils le sont, mais enfin ça te sauve, tu vois. Moi, je suis ravie d'avoir fait cette méthode. Je l'ai faite il y a 25 ans, j'ai quand même jamais repris de kilos. Aujourd'hui encore, Sonia garde des séquelles morales de son obésité. L'ancienne chroniqueuse reste traumatisée par les regards portés sur elle. Je ne supporte pas qu'on me voie manger. J'ai l'impression d'être prise comme un enfant de 5 ans, la main dans le pot de confiture. J'ai l'impression qu'on m'épie. Pas qu'on me regarde, mais qu'on me juge, qu'on me jauge et qu'on m'épie. Et qu'on se dit, tiens, elle est toujours au régime, tiens, elle craque, tiens, qu'est-ce qu'elle mange? Sonia a fait de la lutte contre les kilos son combat, mais aussi son gagne-pain. Elle publie régulièrement des livres dans lesquels elle donne des conseils pour perdre du poids. En ce moment... Ouais. Bonjour Anne! Bonjour Sonia! Elle finalise son dernier ouvrage qu'elle coécrit avec son amie Anne Lavédrine. Franchement, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que faire un jeûne de 21 jours, c'est une idée saine? Enfin,
Moi, je sais pas, moi j'ai faim à la fin de la journée déjà, donc... Ce qui est tout à fait normal et sain. Dans leur livre, Sonia et Anne veulent dénoncer la grossophobie et aider les femmes et les hommes victimes de surpoids en proposant une nouvelle façon de s'alimenter. Oui, ça hante mes pensées constamment, l'obésité, parce que je m'en suis sortie. Donc je peux me consacrer pleinement, sereinement et sainement aux autres, à ceux qui ne s'en sont pas sortis. Et je suis la grand-mère des Valérie Damido, qui a eu après Laurence Boccolini et toutes ces filles-là. Hein. On n'avait jamais vu une grosse à la télé. Puis les enfants, on va se la dire, la vérité. Vous prendriez, vous, une caissière obèse dans votre magasin? Non. Eh bien, les autres non plus. Alors, il y a ça aussi. Il y a une espèce de... Alors, j'ai horreur des mots à la mode, mais il faut bien se le dire, une grossophobie ambiante. Les femmes et les hommes gros, très gros, pas de boulot. De place d'avion, mis au banc de toute la société. C'est le premier des racismes. Bien sûr. Le premier des racismes. Hé, t'as vu la grosse? C'est monstrueux, monstrueux. Depuis 30 ans, Sonia est obnubilée par son alimentation et celle des autres. Dans quelques instants, vous découvrirez qu'à l'approche des 60 ans, elle n'a pas renoncé à son métier de chroniqueuse et s'est lancé un nouveau défi, percer sur Internet. Vous allez me faire plaisir en passant à la boucherie. Chroniqueuse, comédienne, écrivaine, Sonia Dubois est une touche-à-tout. Une autre star, en revanche, vit de la même passion depuis plus de 40 ans. Vous reconnaissez cet air? Vous avez même sûrement dansé dessus. Chante, c'est le titre du premier tube mythique du groupe de rock français Les Forbans. En 1983, il s'est écoulé à presque 2 millions d'exemplaires. Jusqu'en 1995, les Forbans et leur leader Albert, dit Bébert, enchaînent les tubes. Le rock des copains, La fille du flipper, Lève ton fût de là, Flip Flap, Tape des mains. Ces 6 copains de lycée classent leurs chansons au sommet du top 50 et remportent plusieurs disques d'or et de platine. Télévision, presse, radio, les Forbans sont partout et font danser la France entière. Écoutons un extrait du tout nouvel album des Forbans. Vous les avez reconnus, ce sont les Forbans. Alors regardons tout de suite les Forbans. Les Forbans chantent merveilleusement l'amour. Au total, ils écoulent plus de 5 millions d'albums. Mais au fil des années, la carrière d'Albert et de ses Forbans s'érode. Le succès n'est plus au rendez-vous. Le groupe, souvent critiqué et catalogué de ringard, disparaît peu à peu des ondes radio et des écrans de télévision. Alors, 40 ans après la création du groupe, qu'est devenu Bébert, le chanteur? Le leader du groupe a-t-il gagné assez d'argent pour se mettre à l'abri et a-t-il gardé contact avec ses musiciens? Mardi matin, en banlieue parisienne, c'est à Champigny-sur-Marne que nous avons retrouvé Bébert. Il a désormais 57 ans. Il est père de 2 enfants nés d'un premier mariage, Kevin, 23 ans, et Georgia, 11 ans. Moi, je vais me faire un petit jus de fruits. Il a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison et nous présenter celle qui partage sa vie depuis 5 ans, Astrid. La jeune femme, danseuse professionnelle, est littéralement tombée sous le charme du rocker. On s'est rencontrés dans un cabaret à Chalifert, dans le 77. Il y a presque 5 ans maintenant. Presque 5 ans qu'on est ensemble. Je sais pas, moi, quand j'aime, je compte pas alors. Astrid a 20 ans de moins que Bébert. Elle n'a donc pas connu l'époque où le rocker était en permanence suivi par ses fans. Tu l'avais laissé dehors? Pour autant, 40 ans après la création du groupe, les Forbans sont restés très populaires. Astrid a dû apprendre à gérer le quotidien d'une femme de célébrité. Alors, il y a pas mal de personnes qui viennent le voir, qui demandent des autographes ou qui viennent tout simplement pour lui parler, qui le font avec respect, qui le font correctement, il n'y a pas de souci. Après, il y en a d'autres qui ont tendance à oublier que je suis là et à passer à faire « Oups, pardon, bonjour ». Donc voilà, ça, par contre, c'est le côté un petit peu agaçant qu'au début, j'avais du mal à gérer. Et maintenant, je me gêne plus, c'est-à-dire que je fais « Oh,
Bonjour, je suis là. Astrid m'a surnommé, comment il s'appelle l'autre là? Benjamin Button. Oui, Benjamin Button, c'est-à-dire tu sais, le mec qui dévieillit en fait. Un jour, je pense que je vais devenir cougar tellement lui dit qu'il Non, ce sera la croisée des chemins. Un jour, on sera équilibré, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a 25 ans, au moment où les médias leur tournent le dos, les Forbans décident de s'accrocher et parcourent la France sans relâche pour jouer leur plus grand tube. Aujourd'hui, le pari est réussi, ils vivent toujours de la musique. Il y a une chose qui est quand même importante de savoir, c'est que bien que nous soyons pas trop médiatisés, sinon pas, on fait quand même une 60aine de concerts par an, j'ai envie de dire. Et ces 60 concerts-là, ce sont des concerts des Forbans, c'est pas au sein d'une tournée pluri-artiste, quoi, voilà. Non pas que je critique les tournées, évidemment, ça c'est un autre propos. Mais en tous les cas, 41 ans de carrière, 60 concerts par an, sinon plus, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'artistes qui puissent en dire autant. Bébert n'a rien perdu de son franc-parler. En 40 ans de carrière, il a aussi appris les différentes ficelles du métier. À présent, c'est lui qui négocie les contrats. En moyenne, il vend le concert 8 500 €. Une manne financière importante à laquelle il faut ajouter les droits d'auteur que génèrent ces 5 millions d'albums vendus. Nous sommes la 5e plus grosse vente de l'histoire de la musique en France, la 5e ou 6e. Mes droits d'auteur arrivent aussi tous les trimestres. C'est plus tellement ça qui nous fait vivre, hein. Je ne compte plus là-dessus. Je compte principalement sur les concerts, voilà. En fait, je ne pense pas que l'argent ait été durement gagné. Il était honnêtement gagné, parce qu'il y a des métiers tellement plus difficiles que le mien, et il s'avère que le mien, comme je te l'ai déjà dit, c'est une passion. Et effectivement, ce que pensent les autres, j'en ai un peu rien à foutre complètement. Je veux dire, dans la mesure où ce que j'ai obtenu, je l'ai obtenu honnêtement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cet argent amassé au fil des années, Bébert ne l'a jamais dépensé inutilement. Sa priorité était de mettre sa famille en dehors du besoin. Mais comme tout bon rocker, il a un faible pour les grosses cylindrées. Ce matin, il doit aller découvrir une moto qu'il compte acheter chez un concessionnaire. Pour s'y rendre, comme toujours, Bébert utilise sa très luxueuse voiture de sport. Un cadeau qu'il s'est fait et gare à celui qui pourrait le critiquer pour cette folie. J'ai une voiture américaine, c'est vrai que ça vaut un certain prix, mais bon, je veux dire, je suis pas gêné, j'ai pas honte de dire que j'ai une Corvette, j'ai pas honte de dire qu'elle vaut un certain prix. L'argent que je mets dans cette voiture, c'est toujours de l'argent que je ne mets pas dans des conneries, quoi, voilà, par exemple. Je sais pas, moi, la cigarette, la cam, la picole, voilà, le jeu, pourquoi pas, mais voilà, donc c'est des choses qui me font plaisir, voilà, dont je n'ai pas honte et que j'assume tout à fait, voilà. 40 ans après son premier tube, Albert a conscience qu'il a eu la chance de vivre une période faste de la musique. J'ai un fils de 23 ans et j'ai eu une telle belle vie que je lui souhaite la moitié des bonheurs que j'ai eus, ça je le dis souvent. Mais le rocker préfère se faire discret et ne se mélange pas aux autres stars de son époque. En fait, je picore dans le milieu du showbiz. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de meilleurs amis. Je fréquente pas tellement les gens du showbiz. Moi, mes amis sont les gens du peuple, hein. J'ai un ami qui est menuisier, j'ai un ami qui est fossoyeur, j'ai un ami voilà, qui est électricien. Maintenant, dans le showbiz, j'ai pas vraiment d'amis. Pour moi, ce mot showbiz est un petit peu péjoratif, justement. Il me sied pas en vérité. C'est pas quelque chose qui m'attire, quoi, voilà. Loin des soirées mondaines et rarement invité dans les émissions de divertissement, Albert est pourtant toujours considéré comme une star partout où il passe. Oui, Albert, quand il vient au magasin, je veux dire, il a toujours effectivement des clients qui viennent le voir, qui le prennent en photo, qui demandent un selfie ou autre. C'est toujours effectivement sympathique de le recevoir chez nous. Ça reste une personnalité. Voilà, c'est plutôt chouette, hein. Moi, je suis très heureux de ce fait. À 57 ans, Albert est un père de famille et un chanteur comblé. Mais vous verrez que le rêve a failli prendre fin brutalement en 2012, quand le groupe se retrouve du jour au lendemain au cœur d'un scandale. À la limite, je suis assez fier de ça parce que ça veut dire que quelque part, on existe. Bébert a traversé les décennies sans jamais flancher. Une autre star, elle, se bat depuis des années pour casser l'image trop lisse qui lui colle à la peau. Vous reconnaissez forcément cette chanson indémodable.
1984, la France entière entend pour la première fois la jeune et jolie Douchka qui chante Mickey, Donald et moi. À seulement 21 ans, Douchka devient la première égérie française de la multinationale américaine Disney. Élémentaire, mon cher Balou, Basile, Bernard et Bianca, la chanteuse multiplie les tubes. De 1984 à 1990, Douchka écoule presque 7 millions de disques. Elle sera même nommée aux Victoires de la musique. Les émissions de télévision se l'arrachent. À chaque passage, c'est un nouveau record d'audience grâce à Douchka. Elle a un bel avenir devant elle. Élémentaire, mon cher Balou, Douchka. Douchka! La chanteuse vit un rêve éveillé. Elle est jeune, belle, célèbre, gagne beaucoup d'argent. Les plus grands lui prédisent une immense carrière. C'est une vedette de demain. Elle va réussir dans la chanson, au cinéma, partout. D'ailleurs, quand on la voit, on a envie de la manger. Tellement... Ah oui, la croquer, si vous préférez. Voici Douchka. Pourtant, au tournant des années 90, tout bascule. Elle a 27 ans et Disney rompt son contrat. Une fin de carrière brutale. L'ancienne égérie Disney n'a jamais réussi à revenir sur le devant de la scène. 30 ans plus tard, qu'est-elle devenue? Nous l'avons retrouvée. Vous allez voir que Douchka n'a pas hésité à reprendre tout à zéro pour vivre de sa passion, quitte à faire d'immenses sacrifices. Pézenas, dans l'Hérault. C'est ici que Douchka s'est installée. Elle a désormais 57 ans et est mère de 3 enfants. Ils ont tous pris leur indépendance, alors la chanteuse s'est trouvée un cocon accueillant dans ce 2 pièces sous les toits. C'est un appartement, je dirais pas d'étudiante, mais presque. J'ai ma petite pièce de musique avec ma sono, mon ordi. C'est un peu l'esprit Montmartre d'ici, on va dire, avec la vue sur le clocher. On se fait réveiller avec les cloches de l'église Saint-Jean de bon matin. J'aime beaucoup. Quelques objets qui me sont chers, mes guitares, l'archange Michael qui terrasse le dragon. Ça, c'est pour me rappeler la sagesse. C'est tout un programme, croyez-moi, surtout pour une femme. 600 € par mois, c'est le montant du loyer. 35 ans après ses grands succès musicaux, Douchka doit se serrer la ceinture. Car de cette période faste, il ne lui reste plus beaucoup d'argent. Oui, Disney, ça a été vraiment formidable et j'ai eu quand même beaucoup de succès, de joie. Et c'est pas du tout pour m'enrichir. Je n'étais qu'interprète. Je n'étais pas auteur-compositeur de mes chansons ni éditrice. Donc aujourd'hui, Disney, je veux dire, les droits d'auteur, je ne vis pas de mes chansons de l'époque, plus du tout. Je vis de mes spectacles et de ce que je fais aujourd'hui, uniquement. Pour vivre, Douchka continue à chanter ses anciens tubes sur scène. Chaque année, elle arrive à vendre une quinzaine de concerts. Mais à 57 ans... Hello, bonjour. Ça va? L'énergie n'est plus forcément la même. Alors, pour garder le rythme, la chanteuse s'impose 1 heure de sport par jour. 2, on part bien en arrière comme ça. 3, et le dernier. 4. Super! Je viens ici en fait pour m'entraîner, pour me préparer à affronter mes danseuses pour tous les spectacles de Noël. Donc il faut que j'ai la condition parce que les filles elles ont 25 ans et elles y vont. Parce que chanter et danser, il faut la condition. Donc si j'ai fait tout ce travail en amont d'assouplissement, de yoga et tout, j'arrive et c'est moi qui tiens la dragée haute. Tu comprends? C'est bon, non? Et pour que son retour sur scène soit parfait, Douchka se soumet également à un régime alimentaire très strict, composé en grande partie de légumes et de fruits. Parce que c'est la saison, le raisin, encore. Là, c'est la saison. Ah oui, je vais en prendre une deuxième, alors même. Le fruit de saison, c'est tellement bon. Je suis végétarienne, je mange un petit peu de poisson de temps en temps. Après, chacun a un métabolisme différent. Il y a des gens qui diront « moi, je ne peux pas vivre sans viande ». Moi, il m'est insupportable de voir ce qu'on voit dans les abattoirs et tout ça.
des poussins qui défilent sur des tapis et qui vont se faire broyer dans un broyeur. Protégeons les petits mammifères. En tout cas, déjà, commençons par protéger les petits mammifères, si on peut. Je ne vais pas me faire des copains avec les bouchers, mais bon. Merci, ma Danielle, merci. Douchka n'hésite plus à dire ce qu'elle pense. Bien décidée à revenir sur le devant de la scène, dans quelques instants, vous découvrirez qu'elle se donne à 100% pour son gros projet à venir, sa série de concerts Disney. Si Douchka fait tout pour briller de nouveau sous les feux des projecteurs, une autre star des années 90 tente, elle, de se reconstruire après des années d'errance. Nous retrouvons Mallory Nataf, l'ancienne interprète de Lola, dans la sitcom Le miel et les abeilles diffusée sur TF1. Aujourd'hui âgée de 47 ans, Mallory a accepté de se confier à notre caméra. Si la comédienne a fait la une des journaux récemment, c'est surtout pour son statut de SDF. Pourtant, rien ne prédestinait Mallory à une telle descente aux enfers. En 1992, quand elle commence à jouer dans Le miel et les abeilles, la comédienne devient un véritable phénomène de mode. Quand j'ai tourné, je n'ai pas regardé la série. Je n'ai compris ce que je faisais qu'au bout d'1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, on a un tournage qui s'annule parce que quelqu'un était malade. Donc je me retrouve à la maison. Et du coup, j'ai pris ma planche à repasser et je me suis mise dans la télé. Et puis à un moment donné, genre... Purée, mais c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis restée comme une conne. J'ai vu le générique. Je me suis vue pour la première fois. Et je me suis écroulée. Écroulée. Et là, j'ai compris une chose. Je dis, mais purée, j'ai une responsabilité. Mais il y a 12 millions de gens qui regardent ce truc. Et là, j'ai pleuré. En se voyant pour la première fois à la télévision, Mallory prend conscience de son statut de star du petit écran. J'étais en train de manger à la cantine, et là, on entend comme une manif. Un gros attroupement des gens qui hurlaient « Mallory, Mallory, Mallory ». Je suis sortie, et j'ai vu comme ça, mais une file de gens qui scandaient mon nom. Je suis rentrée dans la cantine et j'ai pleuré. Parce qu'on vit dans une société qui est inhumaine, qui nous pousse vers la machine. Et j'ai compris qu'il y avait des vrais êtres humains qui étaient dans des conditions de vie difficiles. Et que ces gens-là, ils m'aimaient. Au fil des épisodes, Mallory devient l'icône de toute une génération. Et 25 ans plus tard, la comédienne en garde un souvenir peut-être un brin exagéré. Le temps où j'ai été présente, c'est-à-dire 94, 95, 96, j'ai probablement été une des personnes en France, depuis l'histoire même de la télévision, qui a eu le plus de médias, tout artiste confondu. Et à un moment donné, Gérard Depardieu a dit « Mais c'est fou ce qui se passe avec cette fille, on n'a jamais vu ça ». Jusqu'à cet accident de parcours, cet événement qui a propulsé sa chute. Mallory Nataf au Club Dorothée. Nous sommes en 1994. Mallory chante son tube intitulé « Fleurs sauvages » sur le plateau du Club Dorothée. Comme à chacune de ses apparitions, le public est en délire pendant que Mallory interprète la chanson. En communion avec les spectateurs, la comédienne tourne un peu trop vite sur elle-même et sa jupe se soulève. Le lendemain de sa prestation, les photos font le tour des rédactions des magazines à scandale. Je revenais du Folies Pigalle, avec mon fiancé de l'époque qui était Hervé Noël. Et puis moi j'étais assise, et puis je lève la tête, c'était dans la voiture. Puis je vois, il y avait un 4x3, on s'était arrêté devant une colonne Meurice, une espèce de truc. Puis je lève la tête, je dis, mais c'est pas possible, mais c'est mon cul. Et j'éclate de rire, je dis, c'est mon cul, mais c'est mon cul là. J'appelle la mère, mais chérie, il y a mon cul d'un truc. Il se dit, regarde, c'est mon cul. Mais là, c'est ton cul. Voilà. Quelques jours après le scandale, Mallory décide de quitter la série. La petite étudiante bourgeoise qu'elle incarnait dans Le miel et les abeilles devenait trop volage aux yeux du grand public. 26 ans plus tard, la comédienne a pris du recul sur cet épisode qui a pourtant entraîné sa chute, n'hésitant pas à se comparer à l'une des plus grandes actrices de sa génération. Alors déjà, par rapport à cette histoire de sous-vêtements,
La première et la grande star de ça, c'est quand même Sharon Stone, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a un QI exceptionnel et qui est une femme exceptionnelle, qui est peut-être une de mes préférées à Hollywood. Elle a au moins l'honnêteté d'assumer ce qu'elle est. Hein. Elle a dit qu'elle avait couché, pas fait la jeune fille en fleurs effarouchée. Hein. Steven Seagal, elle a même donné le nom, qui a d'ailleurs essayé de m'épouser. Hein. Quand il m'a demandé de venir chez lui dans son ranch au Texas. Et je dis, Steven, I don't have any time for you. En quittant la série, Mallory se retrouve au chômage et sans argent de côté. Donc je suis sortie d'AB Productions avec 63 000 € de dette d'impôt. Donc ça veut dire que j'ai mis un pied en dehors d'AB, j'étais déjà dans le rouge. Jusqu'à ce qu'un photographe vienne frapper à sa porte. Et là, il m'a demandé de faire un calendrier. Alors je lui dis, bon, bah donne-moi 50 000 balles et je fais ton calendrier. Et j'avais dit non pour le nu, en fait. J'avais dit non pour le nu. Il m'a dit, bon, c'est pas grave, on fera du maillot de bain, tout va bien. Mais même ce magazine dans lequel j'étais, je ne l'ai pas ouvert. Ce calendrier et des apparitions dans des téléfilms feront vivre Mallory pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'elle se fasse expulser de chez elle et qu'elle se retrouve à la rue. Une brutale descente aux enfers qui dure plusieurs années, jusqu'en juin 2019. Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série Les Mystères de l'amour, lui tend alors la main pour revenir dans la sitcom sur TMC. Dans un instant, vous découvrirez Mallory dans sa nouvelle vie. Une véritable renaissance pour la comédienne de 47 ans. J'ai été surprise de bout en bout. Ce sont des gens formidables. Mallory Nataf retrouve petit à petit le goût des tournages. Une autre figure emblématique des années 90 revient, elle aussi, sur le devant de la scène. Retour dans notre enquête sur Ophélie Winter. Fin mai 2021, la chanteuse a fait de rares interviews pour promouvoir son livre « Résilience ». Elle y fait des révélations chocs sur sa famille. Elle a coupé les ponts avec sa mère, une femme, selon elle, toxique dès sa plus tendre enfance. Elle l'aurait forcée à enchaîner les castings pour devenir une enfant star. Des révélations coup de poing. Le public découvre que l'ancienne star n'aurait pas été épargnée par la vie. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à une telle trajectoire. L'enfance d'Ophélie Winter, c'est vraiment l'enfance classique de l'enfant star, du couple qui a envie que sa fille réussisse. Faut pas oublier que Ophélie Winter, c'est quand même la fille de David Alexander Winter, qui a une carrière dans la chanson, et de Catherine Feveu, qui est quand même mannequin. Donc en fait, ils ont poussé leur fille à chasser tous les castings possibles et imaginables. Quand l'école est finie, ça veut dire les vacances. À 10 ans, Ophélie sort un premier single en duo avec un certain Bob. À 13 ans, c'est en solo qu'elle se lance avec sa chanson « Poil de carotte ». Alors que la majorité des enfants passent leur mercredi et leurs vacances scolaires à jouer, Ophélie, elle, court les castings. Très tôt, elle découvre les plateaux de télévision et les studios d'enregistrement. Voici Ophélie Winter. C'est sa grande arrivée dans le monde du showbiz. Elle fait 2-3 chansons comme ça, en fait elle perce jamais vraiment. Ophélie Winter chanteuse, ça fonctionne pas bien. Programmée depuis son enfance pour devenir une star, c'est en 1994, alors qu'elle est âgée de seulement 20 ans, qu'elle décroche un rôle d'animatrice dans le Hit Machine, une émission musicale très populaire qu'elle présente avec Yves Noël. Bonjour à tous et à toutes. L'histoire Ophélie Winter commence comme un conte de fées. Bonjour Yves. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, mais je dois vous avouer un truc, je suis morte de trac. Ils animent tous les deux. C'est en quelques jours, c'est en quelques semaines. C'est vraiment, pour le coup, le phénomène est tellement énorme que c'est en quelques semaines, tout le monde la veut. Ophélie touche à son rêve. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs la regardent et elle aime ça. Elle avait un truc, elle arrivait en boîte, elle arrivait quelque part, on la remarquait, on la voyait. Elle avait une lumière sur elle. Elle voulait vraiment devenir une star et elle le disait à tout le monde et on la regardait, on rigolait, mais elle a percé. Franchement, j'ai des souvenirs de son arrivée, par exemple au bain-douche. Hein. Tout le monde se retournait, tout le monde se retournait, tout le monde. Et puis elle était joyeuse, toujours hyper sensuelle, hyper jolie, jamais vulgose.
Mais la jeune femme en veut toujours plus. Et en 1995, c'est la consécration. Ophélie sort ce qui deviendra son plus gros tube. À l'époque, on a Britney Spears, Christina Aguilera aux États-Unis. En France, on a Ophélie Winter. C'est la première star de R&B française. Elle allie le chant, la danse, le style et aussi un langage. Elle tient cette note haute, Dieu m'a donné la foi, ça devient un hymne. Elle est blonde, peroxydée, elle a les dents hyper blanches, hyper sexy. Elle chante divinement, elle bouge divinement. Elle occupe la scène, l'espace, tous les plateaux télé, parce qu'elle est sur tous les plateaux de télé. Ah, mais c'était une fulgurance énorme, et ça a été très rapide, hein, où elle est passée de petite blonde angélique qui arrive sur M6 à je suis la nouvelle star du R&B. Puis elle dansait comme une black, elle chantait comme une black, elle était à l'américaine, elle chantait en anglais, donc c'était différent. Il n'y avait pas de fille comme elle à ce moment-là. Elle a vraiment ouvert la porte après à plein d'autres chanteuses dans ce style. Dans les années 90, pour moi, c'était une bombe, tout simplement. C'est vraiment un peu l'idéal féminin, quoi. On se dit, elle est jolie, elle danse bien, elle bouge bien, elle chante bien. C'est un peu dans la cour de récré, c'est l'une de celles qu'on admirait le plus. Un style musical qui tranche avec la musique de l'époque et un physique qui en fait parler plus d'un. Ophélie attire autant qu'elle dérange. C'est souvent à la télé, les prods qui disaient on la veut sexy. On n'étant pas dans les années 90, Pamela Anderson, les bimbos, ça sortait à fond. Elle jouait le jeu pour les clips. Elle avait quand même un côté garçon manqué. Finalement, Ophélie, dans l'intimité, c'est jean, basket et col roulé. Pendant 10 ans, Ophélie joue de son image sulfureuse et enchaîne les collaborations. Musique, film, télévision, elle est partout et devient une véritable icône. Pour nous, elle devient, mais plus que bankable. Ça devient la personne à avoir. Les photos, c'est qui est Ophélie, avec qui elle est, quelle est sa vie, on veut tout savoir, et les journaux aussi. Donc les photos, oui, pouvaient se vendre des dizaines, voire des centaines de milliers de francs. 10 années de succès, ponctuées par des histoires d'amour avec d'autres stars, comme MC Solar et même la superstar Prince. Moi, je me rappelle une des premières fois où j'entends parler d'elle. Je suis en train de planquer Prince, qui est à Paris, et on me dit que voilà, il aura une aventure avec une petite starlette française, et pour nous, c'est pas encore la Ophélie qu'on va connaître des années après. Mais les années passent et les chansons d'Ophélie se vendent moins bien. On ne lui offre plus de rôle au cinéma, et la jeune femme disparaît peu à peu de nos écrans. Depuis 2019, Ophélie Winter a pris le temps de se reconstruire. Ses dernières apparitions publiques ont rassuré ses fans. Et elle avoue sans phare vouloir remonter sur scène. Vous avez envie de quoi aujourd'hui? Quels sont vos projets à part l'amour? Non, j'ai envie de scène, j'ai envie de petites scènes intimes, d'être pieds nus sur scène, de chanter des vraies chansons. Pourquoi pieds nus? Je sais pas, c'est un détail, je me suis toujours dit ça, je veux des tapis, de l'encens, je visualise complètement le show que je veux faire, quoi. Ophélie Winter, voilà, est partie pour se relancer. Elle s'est débarrassée de ses vieux démons, de ses anciennes histoires. Elle a fait le point sur son succès, elle a pris du recul. Et aujourd'hui, avec cette résilience, elle a envie de rebondir et de revenir sur le devant de la scène, mais en présentant une autre Ophélie Winter qu'on saura également aimer. Si elle est arrivée là, déjà, c'est qu'elle a une force absolument incommensurable en elle. Voilà, on a parlé de ses problèmes de santé, de ses problèmes familiaux, de ses problèmes même d'addiction, elle le dit, de drogue. Elle a vraiment une force énorme en elle. Donc en ça, je crois. Voilà, en cette force à renaître, oui, elle a sans doute cette force-là. Fans, journalistes et célébrités n'ont qu'un seul souhait, que la chanteuse renoue avec son incroyable succès. À 47 ans, on n'est surtout pas périmé. C'est le début d'une autre étape, c'est une continuité. Ophélie Winter, elle est, pour moi, encore d'actualité. Bien sûr qu'elle peut revenir et qu'elle peut même cartonner. En réalité, il faut qu'elle en ait envie et qu'elle s'entoure bien. C'est tout. Mais le reste, elle l'a. Elle a envie de faire de la musique aujourd'hui, mais vas-y Ophélie, vas-y, tu sais chanter, tu sais bouger. Quoi, t'as changé? Et alors, on s'en fout, vas-y, fais ta musique. Défends-toi avec les moyens d'aujourd'hui, exprime-toi avec les moyens d'aujourd'hui. Si c'est bon, il y a plein de gens qui seront contents. Ambitieuse et déterminée, Ophélie Winter a tout fait pour surmonter les drames de son enfance. Aujourd'hui, elle est enfin prête, plus forte que jamais, pour son grand retour médiatique. J'ai dans le cœur
Pendant qu'Ophélie Winter prend le temps de se reconstruire, une autre star disparue des écrans de télévision croit, elle, en son retour gagnant devant les caméras. Dans le 5e arrondissement de Paris, nous retrouvons Sonia Dubois, l'ancienne chroniqueuse star de Froufrou. Cet après-midi, elle reçoit chez elle Marielle, sa meilleure amie et ancienne costumière, qui était en charge de la confection des vêtements de Sonia. Ça, c'est pas mon corps. C'est Sonia après son régime. Hein. Oui, c'est bon, pas mon corps. Non, mais ce qui était très drôle d'ailleurs, c'est que je faisais des silhouettes minces. Parce que j'avais appris ça à l'école. Bah, bien sûr. Et qu'après, je les réalisais. En fait, à ma taille. Qu'elle pèse 130 ou 70 kilos, Sonia déteste se regarder à la télévision. Mais en compagnie de Marielle, elle a accepté de visionner l'émission qui a fait d'elle une star. 25 ans plus tard, la chroniqueuse n'a toujours pas oublié le générique, et pour cause. On va l'avoir dans la tête, Sonia. Ah oui, alors. C'est affreux, tu peux pas imaginer. Moi, j'ai pris le métro 15 ans en compostant mon billet, en entendant des ramontières faire fou, 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 fou. Ça te fout les abeilles, il y a des jours. Grâce à son physique hors norme, Sonia devient la coqueluche de l'émission. Tous les samedis, les téléspectateurs attendent impatiemment sa chronique. Et j'avais complètement oublié, mais Christine était vachement sympa. C'était vachement sympa. En plateau, Christine Bravo et ses chroniqueuses font le show. Mais en coulisses, l'ambiance est tout autre. Les premières tensions apparaissent. Je vois pas pourquoi 30 ans après, on va se raconter des tranches de vie qu'on n'a pas eues. On a énormément travaillé, beaucoup ri. On s'est déplacés pour tourner ensemble en province, et voilà. Genre, c'est l'histoire d'une équipe qui travaille et dont le chef dit pendant 50 minutes par semaine, vous êtes les meilleures copines du monde parce que c'est comme ça que ça se passe si on veut que ça marche. Et ça a marché. À cette époque, Sonia est la chroniqueuse préférée des Français. Mais la jeune femme commencerait à prendre un peu trop de place au sein de la bande de copines. Hors caméra, Sonia n'est pas autant appréciée par ses collègues de travail que par les téléspectateurs. Et en 1994, 2 ans seulement après le lancement de Froufrou, Sonia est évincée de l'émission pour trahison. Alors là, tu vois Marielle, hein, on est à Histoire d'en rire, c'est Roger Zabel qui présente, c'est une réalisation de production de Guy Job qui m'a appelé pour le faire. Je suis allée faire d'ailleurs, parce que moi j'avais pas de contrat d'exclus, je vais le faire, on se tord de rire, bah tiens, il y a Ophélie Winter, et je suis jetée de Froufrou le lundi, parce que j'avais absolument pas le droit d'aller sur TF1 sans le dire, à 20h30 le samedi, et j'ai jamais pu revenir à Froufrou, et voilà le drame. Et c'est le drame. Et c'est un drame parce que finalement, quelque chose s'est fêlé à ce moment-là qui ne s'est jamais réparé. Il y a une cassure qui ne s'est jamais... une blessure, quoi. En quittant Froufrou et sa notoriété, Sonia redécouvre l'anonymat et les complexes. Loin des caméras, elle prend véritablement conscience de son obésité. Ce qui m'a décidé à perdre du poids, c'est très facile. Hein. Je reste quand même une gonzesse de 26 ans au moment où vraiment je fais 130 kilos. Et moi, j'aime la mode. J'aime les fringues, j'aime la mode, j'aime les nanas, j'aime les belles choses, j'aime Paris. Et je veux être comme tout le monde. C'est à ce moment qu'elle décide de perdre du poids. Elle se lance alors dans un régime drastique. Un combat qui lui a permis de perdre 60 kilos. Perdre 60 kilos en un an... ça n'a pas de nom tellement c'est dur. C'est le combat de quelqu'un qui crève de faim. Pendant son régime, Sonia se lance dans l'écriture de livres où elle raconte son expérience sur ses multiples tentatives de perte de poids. Et ça marche. Les livres de l'ancienne chroniqueuse de Froufrou se vendent bien. C'est le début d'un nouveau départ. On lui propose même de devenir comédienne au théâtre. Tout semble lui sourire, mais un nouveau coup du sort va venir entacher la vie de Sonia. J'ai eu des très gros problèmes de vie privée, moi. Donc tout a pété en 2006, vraiment tout a pété. D'abord parce que j'avais une émission que j'adorais sur le service public qui se termine. J'étais dans une pièce que j'adorais qui se termine. Il y a un moment où les pièces ont beau avoir du succès, elles finissent par se terminer. Toutes mes aventures se terminent et ma vie conjugale également. Et tout explose. Et là, oui, je suis allée très très mal.
très très mal. Moi je sais ce que c'est que de ne plus rien avoir du tout. Je pense que d'ailleurs, il y a en moi une partie qui s'occupe des autres et qui est tournée vers les autres et qui n'aime que les autres parce que je sais ce que c'est que de ne plus rien avoir. 14 ans plus tard, ce passage à vide est aujourd'hui digéré. Ses livres continuent de bien se vendre. Mais l'ancienne chroniqueuse n'a pas renoncé à revenir devant les caméras. Pour atteindre cet objectif, elle a un nouveau projet. Elle a créé sa propre chaîne YouTube. Vous allez me faire plaisir en passant à la boucherie. On fait un ton que je voudrais à la fois très les Saintes Chéries de Nicole de Buron, pour parler aux femmes de la façon dont on va changer d'alimentation radicalement, faire de grosses économies en mangeant bien, en mangeant frais, en mangeant de tout, sans jamais se priver, parce que l'homme est omnivore et qu'on va arrêter les régimes débiles. Une seule petite caméra et sa cuisine pour décor. Mais Sonia en est sûre, c'est grâce à Internet que sa popularité peut renaître. Tout le monde s'est mis à faire des tutos, tout le monde s'est mis sur YouTube parce que c'est devenu un mode finalement d'expression, de rencontre et de partage extraordinairement simple, rapide, immédiat. Désormais, Sonia croque la vie à pleines dents. Et quand son fils est avec son papa, elle en profite pour sortir en tout anonymat. Elle s'est constituée autour d'elle une nouvelle bande de copines, loin des plateaux de télévision. Comme chaque semaine, elle s'organise un dîner entre filles. Et comme chaque semaine, la vie de Sonia cristallise les discussions. Et un jour, on se promenait dans le Marais toutes les deux et il y a une dame qui se plante devant nous et qui la regarde en lui disant « Vous êtes bien Sonia Dubois, vous ?» Et donc Sonia la regarde un peu en disant « Oui, oui. » Ah ouais. Elle fait, c'est bien ce que je me disais, mais enfin, je voulais vous dire, vous étiez quand même mieux quand vous étiez grosse. En fait, ils appréciaient la grosse rigolote qu'ils voyaient à la télé, qui faisait partie de leur vie et qui les rassurait, en fait. Et là, le fait qu'elle décide de prendre sa vie en main et de perdre du poids, tout à coup, elle n'appartenait plus aux gens. Tu sais, quand t'es très très rond, une femme ou un homme, t'es complètement asexué. T'es comme un nounours. T'as pas d'âge. T'es ni une fille ni un garçon, t'es une espèce de chose, t'es choséifié dans ce que t'es. Et quitter ce territoire-là qui était très réconfortant pour tout le monde a fait bizarre, oui. Malgré les échecs, Sonia a toujours su rebondir. Son prochain objectif, la sortie de son nouveau livre. Mais 30 ans après ses débuts à la télévision, les téléspectateurs feront-ils le déplacement pour acheter son guide du régime ? C'est le jour le plus important de ma vie. Tout être vivant ayant écrit des livres et les ayant vus sortir, sait combien ça compte. Sonia souhaite que son livre séduise un maximum de personnes. Une autre star des années 90, elle, continue d'enflammer les scènes de France. Dans le Val-de-Marne, nous retrouvons Albert, le leader des Forbans, un groupe de rock français mythique des années 90. Dans sa maison avec piscine, Bébert, comme ses fans le surnomment, vit des jours heureux aux côtés de sa femme depuis 5 ans, Astrid. Avec encore 60 concerts par an en moyenne, le rocker gagne toujours très bien sa vie. Pourtant, en 2012, tout a failli prendre fin. La presse révèle que le chanteur a accepté de donner un concert pour le Front National. Il s'avère que peut-être que les Forbans, on a une telle personnalité que si on a décidé de chanter c'était les 40 ans du FN, évidemment, il y a quelques simples d'esprit qui nous ont sauté dessus. Mais ça, c'est... À la limite, je suis assez fier de ça parce que ça veut dire, quelque part, on existe. Il décide d'aller chanter au Front National. J'aime pas le mot décide, j'aime pas le mot décide, je décide rien du tout. Mais non, mais c'est pas possible. Je décide rien, non, il décide. Non, attention. Non, t'es un petit malin, toi. Il décide, qu'est-ce que ça veut dire, il décide? Vas-y, tu fais quoi? Tu fais quoi, la verre? Non, j'accepte, mon pote. C'est quoi, la verre? L'affaire tourne au scandale. Les journalistes et la classe politique lui demandent des explications. Albert doit alors se justifier pour ne pas perdre les concerts qu'il a vendus dans toute la France. On chante pour tout le monde. Je veux dire, le boulanger vendra ses baguettes à tout le monde. Il ne vendra pas ses baguettes à lui, il ne les vendra pas à l'autre.
Mais bon, ça nourrit la presse et bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On fait avec, mais nous, ça ne nous bouscule en aucune manière. Je veux dire, on est toujours là, les gens nous apprécient, et comme dirait l'autre, on ne peut pas plaire à tout le monde. En apparence, Albert assume. Mais suite à cette affaire, certaines villes ont préféré déprogrammer les Forbans. Depuis, échaudés, les Forbans ont décidé de se tenir loin des polémiques. Albert limite même ses sorties. Désormais, il ne quitte sa maison que pour ses concerts. Quand il ne se produit pas, il trouve refuge dans son atelier. Car Albert s'est découvert une nouvelle passion, l'ébénisterie. Et là, ces petits curseurs vont me servir à marquer des espaces, là, tu vois, pour y inclure tous les 15 des mortaises. À chaque fois que je suis là, je me ressource, je me détends, il n'y a personne qui m'emmerde. Et je suis vraiment bien là, tu vois. C'est vraiment des moments que je passe exaltants, qui me donnent la pêche et puis j'ai l'impression de faire des choses utiles, voilà. Mais une passion se partage. Alors Albert a transmis son amour du bois à ses plus proches amis. À commencer par Michel Pin, dit Keus, le contrebassiste des Forbans. Entre les deux hommes, 30 ans d'amitié et de concerts. C'est le contrebassiste, il est dans les Forbans depuis 1989, 30 ans. De bons et loyaux services, 30 ans, ça commence à faire. Hein. Mais ça se voit pas, regarde, il fait presque aussi jeune que moi. Il a quelques cheveux blancs, Keus. En 40 ans de carrière, Albert et Keus ont vu le monde changer. Alors quand ils se retrouvent, les deux hommes évoquent toujours un brin nostalgique leur vie d'avant. La seule chose que je déplore, et je ne suis pas seul à le déplorer sûrement, c'est toutes les libertés qu'on nous spolie, qu'on nous retire. Et là, c'est un peu gonflos, quoi. L'autre jour, Sardou, il a fait un truc rigolo. On peut plus boire, on peut plus conduire, on peut plus baiser. Il a évidemment raison. Et tout ça, c'est fait tout le temps sous le couvert du bien pour nous rendre service. En vérité, on veut tout le temps nous rendre service. Mais moi, j'ai envie de dire, arrêtez de nous rendre service, quoi, parce que tout ça, ça devient un peu démago, quoi. Voilà, donc la différence pour moi, c'est ça. C'est le manque de liberté, le manque d'oxygène. Et qui dit que prochainement, il n'y aura pas une taxe sur l'air qu'on respire? C'est tout à fait envisageable. Voilà. Comme disait Van Damme, l'oxygène, c'est très important parce qu'autrement, l'avion tombe. Voilà, ça c'est important. Dixit Van Damme. Les Forbans n'ont rien perdu de leur piquant. Dans quelques instants, à quelques heures d'un nouveau concert, ils découvriront avec nostalgie les images de leur première apparition télé. Je pensais pas revoir cette télé un jour dans ma vie. Je pensais pas la revoir. 40 ans après leur premier succès, Albert et ses Forbans vivent toujours de leur musique. Une autre célébrité est quant à elle à un tournant de sa carrière artistique. À Nice, nous retrouvons Douchka. L'ancienne égérie Disney aux 7 millions de disques vendus est retombée dans l'oubli. 2 et 1, 2, 3, 2. OK. Pour vivre, elle n'a pas hésité à reprendre son rôle de chanteuse pour enfants. Dans quelques jours a lieu son premier concert de l'année. Alors, 3 fois par semaine, elle répète ses chorégraphies de l'époque. Les spectacles que donne Douchka sont ses seules sources de revenus. Alors la chanteuse est exigeante avec elle-même, mais aussi avec les autres. Pour plaire au public, chaque détail compte. Il faut oublier le concept danse, il faut occuper toute la scène. Non, là, on est autour du chanteur et autour de la magie. Et quand tu me tends le bras, voilà, tu vas pas prendre une fille, tu me prends pas par la taille, donc tu vas me prendre par le haut du corps. Donc il faut que tu aies une attitude, que tu fasses comme ça, et puis que tu remontes le bras, voilà, comme ça, que ce sera plus joli, quoi. Je retrouve mes 20 ans quelque part, donc c'est super. Et c'est une belle énergie, ils sont tous jeunes, on s'éclate. Quand je suis dans l'univers de Disney, je rêve d'être encore une princesse Disney, et voilà. 35 ans après sa première apparition télévisée aux côtés de Mickey, Douchka continue de surfer sur son succès d'antan. De retour chez elle, la chanteuse se confie sur ses débuts d'enfant star. Oh là là, c'est notre vie. Bah, voilà, c'est là où tu vois que le temps passe quand même. Oui.
Avec d'autres jeunes filles, on a passé un casting et bon, c'est moi qui ai été choisie. Tout s'est accéléré à une vitesse phénoménale en fait. J'ai passé mon bac et février d'après, j'étais disque d'or. J'avais le physique et la voix aussi très, très acidulée, très, très jeune et ce dynamisme. Pendant 6 ans, Douchka est l'une des chanteuses les plus populaires de France et affiche son ambition sans détour. Ça va paraître prétentieux de dire ce que je vais dire, mais j'ai toujours eu le pressentiment que quand je voyais des chanteurs ou des acteurs, j'avais toujours l'impression que moi aussi un jour je ferais partie de leur famille. Mais au tournant des années 90, alors qu'elle est âgée de 27 ans, Douchka a des envies de maternité, difficilement compatibles avec son engagement chez Disney. La chanteuse et la souris se séparent. Ça a duré 6 ans mon aventure et j'ai tout de suite eu mes enfants. Donc je me suis arrêtée pendant 5 ans pour les élever, m'en occuper, jusqu'à la maternelle. Donc ils n'ont pas connu et je ne leur parlais pas du tout de l'avant. Donc ils ont découvert ce métier en fait sous l'angle de maman fait son retour, fait son comeback. Quelques années plus tard, Douchka se sépare du père de ses 3 enfants. La chanteuse tire un trait sur sa carrière et se consacre uniquement à Victoria, Gianni et Andrea. Un jour, mon fils a déboulé dans la cuisine. « Maman, mais on ne savait pas que tu avais été une star. » Ça m'avait interpellée. Je me dis, mais comment ai-je pu cacher ça à mes enfants? Et en fait, parce qu'en fait, quand on est surexposé pendant 6-7 ans comme j'ai été, être tout le temps porté dans la lumière, finalement, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre à l'ombre. Ce n'est bien qu'après, quand ils étaient en âge d'aller à l'école, que j'ai eu envie à ce moment-là de reprendre sérieusement mon métier. 25 ans plus tard, Douchka n'est plus du tout fâchée avec Disney, au contraire. Elle gagne sa vie grâce à son spectacle pour enfants. La voici! Une semaine plus tard, c'est le grand soir. Douchka fait son entrée sur la scène de Port-sur-Saône, en Bourgogne. Costumée en princesse, entourée de ses danseurs, à 57 ans, la chanteuse ne ménage pas ses efforts. Pendant plus d'1 heure, elle enchaîne les chansons, celles d'il y a 30 ans, comme le récent tube « Libéré, délivré ». La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Les enfants sont ravis. Douchka n'a rien perdu de sa popularité. Merci à vous tous. On vous aime très très fort les enfants. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous serez très sages avant Noël. Ce concert a été un succès. Avec les 14 autres spectacles qu'elle a vendus, Douchka peut travailler sérieusement au projet qui lui tient à cœur. Dans quelques instants, vous découvrirez que la chanteuse a décidé de se lancer dans une carrière très insolite. Je prie même que tu m'aimes. Et si t'aimes-tu, m'aimes-tu? Disney, c'est formidable, c'est magique, mais c'est pas la réalité de la femme que j'étais. Douchka n'a pas hésité à prendre un virage à 180 degrés dans sa carrière. Une autre a choisi de retourner travailler auprès de ceux auxquels elle doit sa célébrité. Nous retrouvons Mallory Nataf, l'ancienne héroïne de la célèbre sitcom Le miel et les abeilles sur TF1. Depuis quelques mois, la comédienne ne dormirait plus dans la rue et aurait retrouvé un logement. Jean-Luc Azoulay, le producteur des Mystères de l'amour diffusés sur TMC, lui a proposé de reprendre le rôle de Lola, qu'elle interprétait dans Le miel et les abeilles presque 30 ans plus tôt. J'ai toujours fonctionné dans ma vie à l'instant. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui remonte à la surface. Et ce qui remonte à la surface, c'est Azoulay. Je dis bon... Eh bien en fait, je suis très contente. Ça se passe très bien. Je suis ravie. Ce projet est très drôle. Grâce à Jean-Luc Azoulay, Mallory touche à nouveau un salaire et peut envisager l'avenir plus sereinement. Sur le tournage, elle a retrouvé avec plaisir les mêmes comédiens qu'elle avait quittés 30 ans plus tôt. J'ai été surprise de bout en bout. Là, ça fait 2 mois et demi, de bout en bout, par la qualité de ces gens,
leur vivacité, leur talent. Ce sont des gens formidables. Mais la comédienne ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Alors elle compte bien profiter de son nouveau statut pour se lancer dans de nouveaux projets. J'espère à terme pouvoir avoir une double activité. On verra, je suis en train de travailler là-dessus. Donc forcément, une petite activité commerciale qui soit liée soit au monde de l'enfance, soit à l'écologie. Donc, j'ai monté ma petite société et puis je vais la surveiller, mais j'aimerais pouvoir faire les deux en même temps. Je pense que c'est la meilleure façon de rester équilibré. J'envisage effectivement de mettre ça sur pied. De l'ombre à la lumière, de la gloire à l'enfer, Mallory Nataf, à 47 ans, a déjà connu plusieurs vies. Aujourd'hui, la comédienne prend les jours les uns après les autres. C'est insupportable d'être Mallory Nataf. C'est insupportable d'être célèbre. Mais je pense qu'on a une destinée. Je pense qu'on ne... Moi, je fais partie des gens qui pensent que tout est écrit. Donc, on a déroulé un fil pour moi. J'essaie de le suivre. Et pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai intérêt à réussir. Si je veux rester en vie, j'ai intérêt à réussir ce que j'entreprends. Mallory a gagné en sérénité. Elle est à présent déterminée à s'en sortir. Dans le très chic 5e arrondissement de Paris, nous retrouvons Sonia Dubois, l'ex-chroniqueuse star de Froufrou. Reconvertie écrivaine, Sonia a rendez-vous ce matin avec sa co-auteure Anne Lavédrine. Elles vont découvrir chez leur éditeur les tout premiers exemplaires de leur nouveau livre. Moi, je veille à aller à la FNAC. Oui, on les remet. Les remettre bien, oui. C'est pire qu'un comédien, un auteur, ça remet. Au-dessus, ça peut cacher des... Oh bah oui, tant pis pour les autres. Hein. Chacun pour soi, de toute façon, tout le monde le fait. Jean Daniel est l'éditeur du livre de Sonia. Il a été convaincu par le discours et le parcours de l'ancienne chroniqueuse. Et je me bourre de cacher le supplément alimentaire. Non, ne faites pas ça, ça ne sert à rien, ça va vous rendre malade. Bon. Voilà. Donc il faut que je lise le livre. Ça coûte cher, ça ne sert à rien, ça rend malade. Sonia a essayé tous les régimes dans sa vie, avec plus ou moins de succès. Certains lui ont même laissé des séquelles qu'elle gardera à vie. J'en ai mangé, moi, de l'hyperprotéiné. C'est très pratique. On vous amène les cartons, vous les passez au micro-ondes 2 minutes, vous les avalez. Quand vous avez tout ça à faire de votre journée, je peux vous dire que vous le faites. Le drame, c'est que comme on n'a pas le temps, ne s'aperçoit pas que son corps tire des sonnettes d'alarme de tous les côtés, en gros les organes mous, ça va de plus en plus mal, vous forcez de plus en plus sur la machine et ça finit en drame intestinal catastrophique et irréversible. Donc je sais moi, intimement, pourquoi je dis aux femmes, ne le faites pas. Parce que ça va mener à la catastrophe. Et à des catastrophes médicales irréversibles quand on tombe malade. Quelques heures plus tard, Sonia a rendez-vous ce soir avec ses lecteurs pour une séance de dédicace dans une librairie parisienne. Je suis très impatiente de savoir ce qu'en pensent les gens parce que je n'écris que pour les gens. Son nouveau livre à peine sorti, Sonia est anxieuse à l'idée de savoir si le public sera au rendez-vous ce soir. C'est le jour le plus important de ma vie, évidemment, puisque c'est le jour où il sort. C'est sa sortie. Alors, tout être vivant ayant écrit des livres et les ayant vus sortir, sait combien ça compte. Les premiers fans arrivent. Ils sont ravis de revoir leur idole qu'ils avaient quittée à l'époque de Froufrou. Et vous avez un parcours très attachant et très émouvant. Sonia Dubois, pour moi, c'est mon adolescence déjà chez Froufrou. Après, c'est le théâtre, les Amazones et d'autres pièces. Et puis, c'est aussi l'écriture. Donc, c'est une artiste complète. Froufrou sans elle, ce n'était pas Froufrou, je crois. Face à un tel engouement, Jean Daniel, l'éditeur de Sonia, va faire une annonce pour le moins surprenante. Il y a une suite qui est déjà en route. Mais malheureusement, elle est dans le secret du confessionnal, on ne peut rien dire. Mais c'est en route déjà. À 56 ans, Sonia Dubois a réussi son après-télévision. Elle s'est finalement imposée comme une écrivaine reconnue. À Champigny-sur-Marne, nous retrouvons Albert, 57 ans, le chanteur du mythique groupe de rock français, Les Forbans. Il n'a jamais cessé de faire de la musique et avec son groupe, il parcourt les routes de France toute l'année pour donner des concerts. Dans quelques heures, le groupe va se produire sur scène dans une ville voisine. Et avant chaque concert, toujours le même rituel.
les Forbans répètent leur chanson en plein milieu du salon d'Albert. Je ne trouve pas le sommeil, j'ai comme un trop plein d'amour que Maria, te quiero mucho. Quand ils ont démarré en 1980, les Forbans étaient composés de 6 artistes. Aujourd'hui, le groupe s'est resserré et ils ne sont plus que 5. Et cet après-midi, pour Albert et 3 Forbans, c'est répétition. Kuss, qui joue la contrebasse. Si, señor. Et puis là, c'est Michel, donc Michel Chelmy, Chelmy en verlan, parce qu'on parle verlan depuis qu'on est môme. Voilà. Le batteur, le meilleur batteur du groupe. Voilà, c'est moi, meilleur batteur du groupe. Et puis à ma gauche, à votre droite, si vous ne nous tournez pas le dos, c'est mon pote Marty, notre nouvel ami Marty, qui est avec nous depuis 3 ans maintenant. 3 ans, ouais. Cette répétition d'avant-concert est l'occasion pour les Forbans de revoir leur carrière en images. Tout a commencé sur les bancs de l'école. Albert et ses copains fondent un groupe de rock qui revendique un style très américain des années 60. En 1978, âgés d'une quinzaine d'années, ils sont repérés par une chaîne de télévision qui leur propose de venir chanter en direct sur le plateau. Les Forbans, j'ai l'air de me sauver, mais je vous écoute. Je pensais pas revoir cette télé un jour dans ma vie. Je pensais pas la revoir. Michel au saxo. C'est moi. C'est moi. Il y en a plus. Jimmy. Ma tateté qui fait Windows tête d'innocent. Ça c'est... Oh la vache. C'est énorme. T'avais 5 ans à l'époque. Ouais, toi. T'étais un bonbon, toi. On pourrait bien sûr le voir. Ce premier passage à la télévision est balbutiant. Pourtant, dès le lendemain, les Forbans commencent déjà à avoir des fans. À cette époque-là, quand on passait à la télé, tout le monde le voyait, parce qu'il y avait 2 chaînes, quoi. Voilà. Il y avait la première et la deuxième, et encore, j'ai même connu quand il y avait que la première. Donc tout le monde le voyait. Ça veut dire que le lendemain, dans notre bahut, 60% des gens avaient vu la télé, quoi. Donc quand on est arrivé le lendemain au bahut, on était presque des vedettes, quoi. On était presque des vedettes. Et c'est dans les années 80 que la carrière des Forbans va connaître le succès. Le groupe de rock sort son premier tube. Chante se vendra à presque 2 millions d'exemplaires. Les télévisions et les radios s'arrachent le groupe. Alors ça, c'est une des multiples télés qu'on ait faites. On a fait tellement de télévision, tellement d'émissions avec Guy Lux, avec Jacques Martin, avec Drucker. Lève ton fût de là, Flip Flap, La Bamba. Au total, les Forbans vendront plus de 5 millions de disques. Mais pour Albert, si la télévision a propulsé le groupe au sommet du top 50 jusqu'en 1995, elle a aussi un peu provoqué sa perte. Une chose qui nous sert, c'est notre passé. Une chose qui nous a desservi et qui nous dessert, c'est les gens quand ils voient une télé comme ça, voilà, et qui, bien sûr, de prime abord, disent « Ah ouais, machin, c'est du playback ». Mais c'était la demande. Quand on faisait des télés comme ça, on nous demandait de mimer, de faire du playback. Ces émissions nous ont desservis parce qu'elles nous ont, si tu veux, dévalorisés en pensant qu'on n'était pas capable de jouer de la musique. Alors que mes camarades sont de redoutables musiciens. Mais l'heure n'est ni à la revanche, ni au regret. Depuis 40 ans, les Forbans vivent de leur passion, la musique. 18h, il est l'heure de se préparer pour rejoindre la salle de concert où les rockers vont se produire ce soir. Mais avant, Albert doit récupérer son costume de scène dans son dressing. Depuis le début de sa carrière, la coupe et la couleur n'ont pas changé. Bon, ça, c'est le costard des Forbans, hein. C'en est un en tous les cas. Costume blanc, pantalon blanc, ça c'est quelque chose auquel on tient, c'est la tenue, c'est la classe, c'est le look, quoi. On n'a pas envie d'être négligé sur scène. Sur scène, on n'est pas comme à la ville, quoi, voilà. Et ça, j'y tiens parce que c'est synonyme d'élégance. Et je dois dire que je tiens ça de l'admiration que j'ai pour mon papa, quoi, voilà.
Depuis toujours, j'ai vu des photos de mon père, soit en costard, soit en petite chemisette, liquette, classe quoi, bien coiffé, toujours. Voilà, c'est ce qui nous différencie de certains artistes qui en ont un peu rien à péter de leur tenue, mais bon, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Quelques heures plus tard, à Villeparisis, dans le Val-de-Marne, le groupe est au complet. Les 5 rockers vont donner un concert devant plusieurs centaines de personnes. Un show qu'ils peaufinent et améliorent depuis 40 ans. 40 ans à 60 concerts par an, ça fait 2400. Oui, encore que dans les années 80, on en faisait plus que 50 ou 60. Allez, on va dire 3000. Ouais, peut-être 3000, ouais, 3000 concerts. 3000 concerts, mais celui-ci a tout de même une saveur particulière. Car ce soir, les Forbans vont également jouer les nouvelles chansons de leur dernier album. Ce soir, on joue un répertoire qui est un petit peu tutti-frutti. On joue nos anciens, enfin anciens, tout est relatif. On joue les titres que les gens attendent parce que c'est vrai qu'on a fait quelques tubes mémorables. Et on va également interpréter des titres que les gens ne connaissent peut-être pas, en tous les cas pas tous, qui font partie de notre dernier album. J'espère que le public appréciera, j'espère qu'il adhérera. Il adhérera. Ah oui ? Sous la menace, alors. Max. Au bout de 40 ans de carrière, Albert n'a plus vraiment le trac de monter sur scène. Le leader des Forbans a conscience de la chance d'avoir la vie qu'il mène. Le fait d'être avec mes potes depuis 40 ans, enfin pour la plupart, c'est d'abord une chance inespérée. Ça existe pratiquement pas, ce genre d'histoire. Voilà. Donc moi j'ai de la chance de le vivre, j'ai la chance de le vivre. Et effectivement, oui, c'est émouvant, c'est émouvant. Et comme d'habitude, le public est au rendez-vous. Ce soir, pour 30 € la place, plus de 400 personnes sont venues assister au concert des Forbans. Les spectateurs ne boudent pas leur plaisir de voir ou revoir les Forbans sur scène. Les Forbans ont une nouvelle fois fait salle comble. Et à en croire les spectateurs, leur succès n'est pas près de s'arrêter. On est venu sachant qu'on connaissait une chanson des Forbans. Et vraiment, on s'est dit, bon bah allez, on y va. Et on n'a pas du tout été déçus. C'était vraiment prenant, on a dansé et tout. Donc non, c'était vraiment très très bien. Chante, danse et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Génial, franchement super. Très bonne soirée, très bonne ambiance. J'ai retrouvé ma jeunesse. On a beaucoup de chance. Je crois qu'on a le bonheur de procurer de la joie et du bonheur. Et puis nous, on a la patience et l'envie de rester avec les gens. Voilà, ça ne nous dérange pas du tout, ça nous arrange même. Albert est heureux, les Forbans déplacent toujours les foules. Ils pensent déjà organiser un immense concert pour leurs 50 ans de carrière. Dans le sud de la France, nous retrouvons Douchka, la première égérie Disney au tube incontournable. À 57 ans, elle prépare depuis plusieurs mois un album insolite, un recueil de chansons et de poésie qu'elle a écrites et composées. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Philippe, un vieux routier de la musique qui va réaliser son clip. Disney, c'est formidable, c'est magique, mais c'est l'univers des enfants, c'est l'univers féerique, mais c'est pas la réalité de la femme que j'étais. Alors, évidemment, il faut être un amoureux de la poésie et de la chanson française pour apprécier. Hein. Quand je vois ce que tu as écrit en hommage à Gianni, ton père, je me dis, mais il faut absolument qu'on connaisse cette nouvelle Douchka Bojidarka, tu vois. Bojidarka, c'est le deuxième prénom de Douchka. Et c'est Gianni Esposito, son père, un grand acteur et chanteur dans les années 60 qui lui a donné. À la simple évocation de son papa, Douchka fond en larmes. Gianni était un être... C'était quelqu'un qui était plein de... tellement élégant. Douchka n'était âgée que de 10 ans lorsqu'elle a perdu son père. Depuis, la chanteuse n'a jamais vraiment réussi à faire le deuil. C'est-à-dire, je n'ai aucun mauvais souvenir avec mon père, aucun.
Quel est l'enfant qui peut dire qu'il n'a aucun mauvais souvenir avec son papa? 47 ans après la disparition de son père, Douchka n'a pas encore totalement pensé cette blessure, mais est déterminée à faire vivre sa mémoire. Le lendemain, c'est une journée marathon qui l'attend. Ciao, bienvenue chez moi. Comment stai? Bene, et toi? Pour promouvoir son nouvel album de poésie, elle a un budget très limité et doit donc trouver des solutions à moindre coût. À commencer par la tenue qu'elle portera dans son clip. Ah, c'est formidable, t'as tout préparé, c'est super. Pour cela, elle a réussi à convaincre Rosa, une styliste de mode, de lui prêter des modèles haute couture. On vit avec son âge. Aujourd'hui, j'ai la cinquantaine, je vais pas me mettre des kilts, j'ai un corps de femme, je suis plus mûre, je serais ridicule de m'habiller comme j'étais à 20 ans. J'ai pas du tout la même morphologie. Et c'est pas une histoire d'argent. Non. C'est d'abord une aventure humaine et d'abord une aventure artistique. Ouais. Et voilà. Comme tous les artistes, l'argent vient après. Pour moi, c'est d'abord la création et après le reste. Voilà, donc c'est cool. Une fois la tenue validée, Douchka se rend au studio où elle doit enregistrer une chanson et tourner une partie de son clip. Hubert Montoya, le propriétaire des lieux, a lui aussi accepté de faire profiter la chanteuse gratuitement des équipements du studio. On touchera à l'inaccessible, aspiré par les hurlevents de nos vies échouées, sur le pont de l'indivisible. Après donc ces années Disney, après mes enfants, il fallait que j'écrive, donc c'était comme un accouchement. Bon, l'écriture, c'est toujours accoucher des émotions. Ça fait du bien d'écrire. Douchka est heureuse. La chanteuse a consacré ces derniers mois toute son énergie à fabriquer un album qui lui ressemble. L'ancienne égérie retrouvera-t-elle le succès grâce à ses nouvelles chansons? C'était trop beau. Depuis notre tournage, Mallory Nataf a préféré arrêter les enregistrements des Mystères de l'amour. Sonia Dubois est en pleine écriture de son nouveau livre de régime. Les Forbans continuent de se produire dans toute la France. Ophélie Winter poursuit son marathon médiatique. Douchka a sorti son album de poésie et débutera une série de concerts en hommage à son père.